Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sylvain Baron. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes blogueur et activiste Gilets jaunes. Sylvain Baron, vous publiez cet ouvrage à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Révolte, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. Vaste programme, on va en parler ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran, nous laisser un maximum de commentaires et n'oubliez pas aussi de partager cette émission si elle vous a plu. C'est essentiel pour notre référencement sur Internet. Sylvain Baron, Commençons tout de suite. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 fait de la résistance à l'oppression un droit naturel et imprescriptible du peuple français. Mais vous le constatez dans votre ouvrage, aucune définition n'est faite dans la loi de l'oppression qui peut être sanglante, qui peut être plus subtile. Et quelle définition vous en donneriez de l'oppression? Aujourd'hui, on parle beaucoup de tyrannie dans les médias. Alors d'abord, il faut dire que l'oppression est le fait d'une tyrannie. Et dans les... excusez-moi. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, il est bien mentionné le droit de résistance, mais on ne passe pas à l'étape supérieure qui est de dire d'abord définissons la tyrannie, puisqu'il faut d'abord qu'il y ait des acteurs malveillants au niveau d'une sphère politique pour pouvoir caractériser une oppression. Une oppression peut être, comme j'explique dans mon livre, soit de nature étrangère et militaire, tout simplement une invasion. Elle peut être intérieure, et là on en voit les différentes formes. Si on prend un exemple comme la Corée du Nord et qu'on prend un exemple comme la France aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes modes d'oppression. Il peut y avoir des oppressions extrêmement sanglantes et il peut y avoir des oppressions qui sont beaucoup plus diffuses. Lorsque nos libertés fondamentales ont par exemple été attaquées à l'époque du Covid, donc il n'y a pas très longtemps, en fait, tout un tas de libertés étaient tellement et violemment attaquées avec une certaine répétition que l'on peut parler d'oppression. De la même façon que j'évoque le fait que lorsque nos dirigeants politiques violent un certain nombre de lois qui relèvent du bien public, alors notamment des lois qui portent sur la trahison, des lois qui portent sur la corruption, des choses comme ça, ce sont en fait des formes d'oppression. C'est pas sanglant, c'est pas violent entre guillemets, mais néanmoins l'État est trahi, le peuple est trahi. Donc on peut parler d'oppression. Alors, à l'inverse de la tyrannie, il y a la démocratie, le projet démocratique. En tout cas, Emmanuel Macron a eu cette définition de la démocratie, dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est très bien. S'il dit je vais ouvrir des camps comme à Auschwitz à l'époque et puis je vais envoyer des gilets jaunes dedans, je dis ce que je fais et je vais faire ce que je dis, donc c'est de la démocratie. Non, cette phrase n'a aucun sens, elle n'a aucune définition sur la démocratie. C'est plutôt la réflexion d'un gamin capricieux, un ado attardé, mais c'est pas du tout une réflexion philosophique sur la démocratie, il faut être clair. Alors, la pire des oppressions, vous l'expliquez, contre le peuple, c'est la trahison de l'État. Et à ce titre, vous évoquez le rôle de la monnaie. Alors, pourquoi vous pensez que nos politiciens nous ont trahis sur ce sujet? Je pense qu'on va parler de l'euro. Alors, la monnaie est un attribut de la souveraineté. Et comme le disait le général de Gaulle, la souveraineté nationale se confond exactement avec la démocratie. Donc, un peuple qui n'a plus ses pouvoirs de décision qui portent sur l'avenir, et notamment sur la question de la politique monétaire, est un peuple déshabillé tout simplement de sa puissance, de sa capacité à se projeter. La monnaie, c'est quand même le sang qui irrigue l'économie. Mais c'est pas seulement ça. La monnaie porte en elle-même sur l'avant et l'avers d'une pièce, par exemple, une effigie qui est aussi un symbole d'unité nationale. Pourquoi on parlait du franc? Parce que le franc est un symbole pour nous, c'est un symbole d'unité. Les Allemands avaient leur marque, etc., la couronne pour les Norvégiens. Donc il y a une dimension à la fois politique sur la monnaie, celle qu'il fallait casser, puisque c'était surtout ça qui les intéressait, c'était pas tellement l'aspect technique. Casser quelque chose qui relève du sentiment national, tout comme le drapeau national devait être sali, remplacé par des drapeaux européens, comme la conscription, il fallait l'enlever, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous rapproche un petit peu de ferment patriotique.
La monnaie, c'est à la fois un élément technique qui nous permet de nous projeter, d'emprunter, nous, collectivement, sur nos impôts pour pouvoir faire des grands chantiers d'avenir qui portent sur des centrales nucléaires, des chemins de fer, peu importe. Et en même temps, une capacité à dire nous sommes un peuple, nous ne sommes pas quelque chose de diffus, nous ne sommes pas des Européens, nous sommes des Français. Donc oui, la monnaie, clairement, ça a été attaqué non sans raison. Alors vous qualifiez nos dirigeants occidentaux, en tout cas en France, d'oligarques, et vous dites qu'ils n'ont qu'une peur, c'est que nous autres Français n'ayons plus confiance dans notre monnaie, l'euro. On en est loin quand même. Ça dépend en fait des générations. Les plus anciens ont cru à la fable, et puis je dirais même qu'à l'époque, quand j'avais 20 ans, j'étais comme beaucoup de jeunes de 20 ans, je me disais c'est magnifique, c'est un projet universaliste, très français d'ailleurs dans l'idée. C'est mignon, c'est anti-guerre, il faut être tous ensemble. Bon, la réalité objective, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens de notre génération, qui ont aujourd'hui une quarantaine d'années, ou les plus jeunes, n'y croient plus. Les plus anciens, eux, ont du capital parce qu'ils ont pu se construire un patrimoine à la fois financier ou immobilier. Et pour eux, tout changement, toute perturbation est quelque chose qui leur fait peur parce qu'ils ne se représentent pas. Ils se disent, moi j'ai quelque chose qui fonctionne très bien, l'Union européenne ne m'empêche pas de vivre, j'ai réussi ma vie. Pourquoi attaquer l'Union européenne? Tout fonctionne magnifiquement. Donc ça... Pour eux, c'est normal qu'ils soient un petit peu conservateurs vis-à-vis de ça. Maintenant, des gens qui ont une meilleure éducation politique et qui ont beaucoup plus à perdre, eux ont beaucoup moins peur, c'est logique. Alors, une autre forme de trahison de nos dirigeants que vous évoquez, elle est fondamentale, vous consacrez beaucoup de pages sur ce sujet, c'est le crime d'intelligence avec des puissances étrangères. Et sur TV Liberté, on en a beaucoup parlé à l'époque. C'est la vente d'Alstom Énergie à General Electric. Ça a été fait sous François Hollande, à l'époque où Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il avait visiblement la main sur le dossier, puisque M. Montebourg, qui était à Bercy, avait monté une cellule pour défendre cette entreprise, mais finalement, elle a été cédée. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est de l'intelligence avec des puissances étrangères ? D'abord, elle est le fruit d'un chantage. Si on se souvient qu'il y avait eu un cadre d'Alstom qui avait été jeté en prison comme un malpropre, en fait, c'était une façon de créer une forme de chantage. Ni Alstom d'ailleurs, ni l'État français n'avaient fait quoi que ce soit pour défendre sa cause, alors que là, c'était quand même un Français sur un territoire étranger qui méritait d'être protégé par nos services, on va dire. Et tout ça pour pouvoir... faire pression afin d'accaparer. Ce qui les intéresse, les Américains, c'est pas... Enfin, je veux dire, Alstom en soi, ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, ce sont les brevets qu'il y a chez Alstom, notamment pour la turbine Arabelle et d'autres turbines. Tout ce qui est de l'ordre du militaire, nous affaiblir sur le plan de la technologie militaire, c'est très important pour eux, de la même façon qu'avoir le portefeuille client, ils le prennent. Bon, là, c'est une industrie stratégique, de la même façon qu'un certain nombre d'industries qui fabriquent des armements, des munitions, qui nous fournissent de l'énergie, de l'eau, enfin des choses comme ça, ce sont des entreprises extrêmement stratégiques. Si nous les perdons, pour pouvoir reconstruire ça, refaire s'assurer d'avoir à la fois des compétences et puis les machines pour pouvoir relancer tout ça, c'est très long. Et on se met dans une situation de vulnérabilité. Dès lors qu'il y a un chantage qui est très clairement visible, avec le département de justice qui attaque, dès lors que l'on voit qu'il y a des manœuvres qui ne sont pas nouvelles en plus contre la France, de guerre économique de la part des États-Unis, n'importe quel homme d'État sincère, même pas quelqu'un qui aurait l'envergure de Gaulle, mais simplement quelqu'un qui défend les intérêts de l'État, aurait vu le loup et aurait dit stop, on arrête là, on calme le jeu. C'est pas du tout ce qui s'est passé, au contraire, beaucoup de soupçons laissent à penser que l'élection de Macron a été quelque part le fruit d'un pacte de corruption. Olivier Marleix en avait parlé dans un livre, on l'avait reçu d'ailleurs à cette occasion, et on s'était rendu compte que les intermédiaires dans cette opération avaient, à la suite de cette affaire, financé la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Mais cette affaire n'est pas isolée, il y avait eu également la vente des navires Mistral à la Russie, interdite à la France par les États-Unis. À l'époque, c'était, je crois, le président Obama. Donc,
Voilà. Et qui disait lui-même, il y avait eu un article de Monde que j'avais déterré pour la rédaction de mon bouquin, où il précisait qu'il était tout à fait conscient que, en termes d'emploi, en termes de stratégie, enfin de questions de souveraineté, les États-Unis, normalement, devraient comprendre que ça n'arrangeait pas nos intérêts nationaux. Donc du point de vue de l'extérieur, ils en étaient conscients. Les seuls qui n'en étaient pas conscients, c'était ceux qui géraient le pays. Donc en soi, si à l'extérieur ils sont capables de comprendre ce que sont nos intérêts stratégiques et qu'à l'intérieur ceux qui nous dirigent ne le comprennent pas, comment ne pas dire que ce ne sont pas des traîtres? Ces gens-là sont des traîtres. Autre cas de trahison que vous évoquez, la livraison de données à une puissance étrangère. Pourquoi aucune sanction n'a été prise contre les États-Unis à l'époque où la presse en avait parlé? On s'était rendu compte que les États-Unis espionnaient les téléphones portables de plusieurs dirigeants. C'était le cas de Chirac, de Sarkozy, de Hollande, via la NSA. L'Élysée, sous Hollande, avait parlé simplement de mise au point, aucune sanction. Tout simplement parce qu'ils veulent garder la face. Ils se savent tout à fait asservis et c'est assumé. Je veux dire, c'est des néo-vichistes. Sauf qu'aujourd'hui, la puissance de tutelle n'est plus l'Allemagne. C'est plus une question d'occupation militaire. La puissance de tutelle, ce sont les États-Unis et leurs larbins. Clairement, ce sont les collabos, ce sont ceux qui nous dirigent. Donc il faut à chaque fois constamment garder la face dès que les États-Unis nous attaquent. Là, la dernière attaque finalement contre nos intérêts nationaux, ça a été celle de la démolition de Nord Stream. La France a investi 1 milliard d'euros par total. Donc c'est une attaque contre les infrastructures, l'intégrité territoriale de la France, c'est une agression militaire. Mais encore une fois, on se couche. On cherche à garder la face, dire « oh, c'est pas bien, on va faire une petite commission d'enquête, on va en reparler pour voir si on peut éviter ça la prochaine fois. » Mais surtout, on n'agit pas. Il est hors de question d'agir et on va glisser ça sous le tapis. Je veux dire, des gens normaux sont virulents, réagissent réellement. Des gens qui sont asservis ont tout à fait ce type de comportement. Ce n'est qu'une question de garder la face. Et cette opération s'appelait le programme Lustre. C'était un échange de données en réalité entre la DGSE, dont donc notre service de renseignement extérieur, et la NSA. Le général Kiss, Alexander, général américain, avait dit que c'était une décision de l'exécutif français. C'est Sarkozy qui avait voulu lui-même que nous transmettions des données à la NSA, ce qui est déjà en soi ce qui est inacceptable. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre programme dont on parle moins qui s'appelle les Five Eyes, donc qui est un petit peu étendu, mais en gros ce sont les pays anglo-saxons, l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et j'en oublie un, qui se partagent intégralement des données sur lesquelles ils peuvent faire du contre-espionnage, de l'antiterrorisme, etc. Et donc ces données-là, nous en donnons, mais nous ne recevons pas la même quantité de données. C'est-à-dire que se partage tout, pas de mais réciprocité. Voilà, il n'y a pas de réciprocité. Donc on voit bien en fait que la France ne fait pas partie en fait des États qui ont une réelle collaboration de renseignement avec les États-Unis et d'autres pays anglo-saxons. Nous ne sommes qu'un pays dominé qui est là pour livrer une partie des données, et si on est gentil, on aura peut-être le droit à quelques informations qui pourraient nous être utiles. Vous tapez aussi très sévèrement sur les 3 derniers présidents, Sarkozy, Hollande et Macron. L'actuel concernant les guerres qu'ils ont lancées ou qu'ils ont poursuivies, à savoir la Libye, la Syrie, vous les qualifiez carrément de crimes contre l'humanité. Oui. En fait, il y a alors la Syrie, c'est un peu particulier parce que c'est une déstabilisation où on a soutenu des terroristes sur place, donc on pourrait assimiler ça à du soutien du terrorisme. Et on peut difficilement appeler ça une guerre parce que c'est une guerre par procuration. On n'y était vraiment pas. La guerre de Libye, par contre, est réellement une guerre d'agression au sens de l'article 8 des statuts de Rome, dont on parle beaucoup en ce moment à l'occasion du conflit russo-ukrainien, alors que ces pays n'ont pas du tout ratifié ces statuts. La France les a ratifiés. Donc déjà, à la base, quand on a été plusieurs à envoyer à la Cour pénale internationale un courrier contre Sarkozy pour dire, voilà, poursuivez ce type-là, agresse la Libye qui ne nous a strictement rien fait, va déstabiliser un pays, il y aura forcément des conséquences, et là on les voit, mais il était logiquement... Et on pouvait le poursuivre de par les statuts que nous avions ratifiés. Ça n'a pas été le cas. Il y a une autre loi qu'on peut encore saisir au niveau national, qui est les crimes contre l'humanité. Puisque le crime contre l'humanité, on en a souvent la vision génocide et très accentuée sur la question ethnique ou religieuse,
alors qu'en réalité c'est beaucoup plus large. Le simple fait de s'attaquer à une fraction d'un corps national, qui peut être une armée, en fait relève du crime de l'humanité. Donc pour nous, en France, une guerre illégale, ça relève du crime contre l'humanité. On a 2 possibilités juridiques de s'y attaquer. Et ces gens-là qui ont du sang sur les mains, qui ont clairement du sang sur les mains et qui souvent donnent des leçons de morale à certains pays comme la Russie, ne sont pas poursuivis, ne sont pas inquiétés. Je trouve ça très inquiétant pour nous et du point de vue de notre diplomatie, je veux dire, on n'est pas en situation de donner des leçons à qui que ce soit. Surtout quand on voit l'état actuel de la Libye, en tout cas aujourd'hui, où on voit qu'il y a des morts actuellement à cause d'un phénomène de sécheresse, mais en tout cas c'est pas la première fois que ça arrive. C'était un État qui se tenait. Tant qu'on ne faisait rien, c'était un État qui se tenait. Je crois que c'était le deuxième plus haut niveau de vie d'Afrique après l'Afrique du Sud. Les Libyens avaient l'électricité, le pétrole gratuit, l'électricité gratuite, l'eau gratuite. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait pour les Libyens, quoi qu'on pense de Mouammar Kadhafi qui... Et puis ça ne nous regarde pas ce que font les dirigeants étrangers dans leur pays. Ça regarde les nations impliquées, c'est pas nos problèmes à nous. Et d'ailleurs, on avait lancé cette guerre, en tout cas, on se souvient, vous en parlez dans votre livre, du rôle de Bernard-Henri Lévy, qui prévenait d'un risque de massacre à Benghazi. Donc c'est à partir de ce moment-là que Nicolas Sarkozy a décidé d'envoyer des troupes. En tout cas, Emmanuel Macron n'a pas décidé d'envoyer des troupes en Ukraine pour punir le gouvernement de Kiev qui tapait sur les habitants du Donbass depuis 2014. Tout à fait. Par contre, lui viole une loi actuellement parce qu'on n'arrête pas de nous chanter. J'avoue que le conflit ukrainien, j'en parlais déjà dans mon livre avant qu'il ne dégénère, mais on nous dit que la France est neutre. C'est faux. Parce qu'en fait, il y a des conventions, notamment les conventions de La Haye de 1907, qui sont toujours valables juridiquement, aussi anciennes qu'elles soient, qui définissent ce statut de la neutralité et comment on la viole. Et le fait pour un État d'accueillir sur son sol des troupes d'un État belligérant, que ce soit pour faire de la formation ou quoi que ce soit, en fait, c'est une violation de la neutralité. Actuellement, nous ne sommes pas du tout dans une situation de neutralité par rapport à ce conflit. Et désolé de faire une assise là-dessus, mais de toutes les façons possibles, nos dirigeants, que ce soit par leur déstabilisation d'États étrangers qui nous ont rien fait. Encore une fois, j'insiste là-dessus, ils ne nous ont pas agressés. Aucun problème d'intégrité territoriale, voilà, nous n'avons pas subi d'agression quelconque. Ces gens-là attaquent des pays qui ne nous ont rien fait, donnent des leçons au monde entier, sont en train de ruiner notre diplomatie. Actuellement, nous sommes en train de perdre toute notre influence en Afrique francophone. C'est fait. Voilà, donc en fait, nous devons absolument évincer ces gens-là. Je veux dire, quand on est trahi à ce point et que des gens nuisent tellement à la France sur le plan international et ils sont responsables de milliers de morts, encore une fois, je veux dire, nous, on est loin, mais quand c'est quand même des vrais morts, actuellement, tous les jours, en Ukraine, c'est des centaines de gens qui se font tuer. La France avait la capacité d'apporter une position d'équilibre en amenant au moins le cessez-le-feu. Personne ne parle de cessez-le-feu chez nos diplomates, chez nos dirigeants. Comment peut-on dire que ces gens-là sont responsables ? Et en matière de neutralité, la Suisse a depuis des années, depuis des siècles, fait de ce concept un art de vivre et on voit que ce pays ne s'en porte pas plus mal. Tout à fait. Le crime de haute trahison, vous en parlez aussi, a été évincé de notre Constitution de la Ve République de 1958 par le Congrès sous la présidence de Nicolas Sarkozy. La Constitution dit maintenant que le président de la République peut être destitué en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Donc exit le terme de haute trahison qui était bien présent. Que peut faire aujourd'hui la Haute Cour de justice face à un cas manifeste de trahison ? Alors, une réponse en 2 temps. D'abord, je rassure tous les auditeurs, le crime de trahison est toujours explicité dans le droit pénal, ce qui nous intéresse plus que le crime constitutionnel pour condamner quelqu'un. La Constitution n'est là que pour donner un certain nombre de principes et de façons de fonctionner, mais elle ne donne pas les peines face à une violation de la loi. Ensuite, dans un deuxième temps, il est manifeste que nous avons une opposition de façade qui est là pour faire joli, mais qui à aucun moment n'a mis de réel bâton dans les roues à Emmanuel Macron, que ce soit sur le plan droite ou gauche de l'échiquier. Hein. J'ai pas de mots plus sympathiques pour les uns que pour les autres. Donc finalement, quand on a une opposition qui ne fait pas son boulot au Parlement, quelle est la seule façon de l'obliger, quelque part, à faire ce travail, de dire nous allons faire saisine de l'article 68 de la Constitution et instituer la Cour. Voilà.
Mais en fait, c'est surtout la possibilité d'instituer la haute cour de justice qui permet de juger déjà. Parce qu'avant d'instituer, il faut ne serait-ce que juger. Or, il n'y a pas 36 000 manières de faire. Soit nous sommes des milliers devant le Parlement tous les jours jusqu'à ce que les députés, les députés qui sont censés faire leur boulot cèdent, soit nous sommes devant leur permanence parlementaire. Mais en tout cas, c'est une pression au niveau des parlementaires qu'il faut faire et qui soit réelle, qui soit manifeste, ostensible, physique. Pas quelque chose qui soit simplement des petits courriers et puis ils les évacuent dans la poubelle de la boîte courriel. Il faut réellement leur mettre une vraie pression. La Constitution de 1958, celle de la Ve République, a été révisée à 24 reprises. Est-ce que le peuple a été associé à ces révisions ? Est-ce que, deuxième question, la Constitution aujourd'hui a complètement perdu son esprit originel ? Complètement. Je ne vais pas m'attarder sur tous les détails de la Constitution, mais pour moi, le principe essentiel qui est dans le titre premier de notre Constitution, qui n'est pas enseigné d'ailleurs aux gamins à l'école, on se demandera pourquoi. On veut former des parfaits petits républicains, des futurs citoyens en âge de voter, ayant l'exercice critique, mais ils ne connaissent même pas le fonctionnement de leur pays, le fonctionnement institutionnel. Le principe de souveraineté et d'indépendance nationale est le premier, c'est le pilier, et depuis toute notre histoire philosophico-juridique depuis la Révolution française, et même bien avant, si on remonte jusqu'à... je préfère pas citer le nom, j'ai son nom de famille, mais M. Baudin, mais j'ai plus son... Ça me reviendra. Mais enfin, la question de la laïcité, de la souveraineté, de l'indépendance, de l'état politique, tout ça, c'est des choses qui remontent à très loin dans notre histoire, que nous avons sanctuarisées dans notre Constitution, avec tout un tas de textes qui nous expliquent que dès lors que la souveraineté et l'indépendance sont aliénées d'une façon ou d'une autre, il y a nécessairement une trahison, il y a une volonté d'empêcher le peuple d'exister. Or, quand on nous maintient de façon forcée dans l'Union européenne, que les référendums qui sont réputés décisionnels en France par le Conseil constitutionnel lui-même sont violés. Là, actuellement, on nous parle aussi d'ailleurs de référendum consultatif, je ne sais plus comment était la formulation, mais ça n'existe pas en France, le référendum consultatif. Il n'y a que des référendums décisionnels. Tout l'esprit, en fait, qui donnait par la souveraineté au peuple, ne serait-ce que par procuration, en considérant que sa représentation était censée l'exercer à son propre profit, tout ça a été aboli. Donc cette constitution n'a ni queue ni tête, et on doit la réécrire, je pense. On en vient au droit de résistance à l'oppression. Elle est reconnue par la Constitution, en tout cas dans son préambule, puisque les droits de l'homme de 1789 font partie du bloc de constitutionnalité français. Quelles sont les limites de ce droit de résistance à l'oppression ? Alors en fait, c'est très difficile. Quand j'ai commencé mes travaux, c'est d'abord un essai qui porte réellement sur la question philosophique, juridique, l'histoire du droit de résistance. J'ai constaté que les juristes qui s'y étaient intéressés, d'abord reconnaissaient tous que l'on pensait le droit de résistance comme nécessairement violent. Donc il y a bien une logique de dire un peuple peut résister par la violence. Néanmoins, il y a quand même eu des réflexions plus abouties. Il faut savoir que en fait, seul le continent européen a réellement théorisé la question du droit de résistance. Partout dans le monde, à part dans les textes internationaux, on n'en retrouvera rien, et pratiquement rien aux États-Unis. Ce droit de résistance, du point de vue des Allemands, est assez intéressant, puisque dans l'article 20 de leur loi fondamentale, donc leur constitution, eux considèrent que, grosso modo, le peuple qui doit d'abord saisir tous les moyens légaux pour pouvoir gérer un problème politique manifeste. Et si ces moyens légaux n'ont pas suffi, dans ce cas-là, il peut résister par la violence. Les Grecs ont une autre façon de voir qui est assez intéressante. Ils parlent tout de suite de recours à la violence, mais surtout ils associent le droit de résistance au patriotisme du peuple hellène. Donc toutes ces formulations mises bout à bout laissent à entendre que le droit de résistance est d'abord un peuple qui résiste contre une tyrannie. Et dans l'idéal, on essaye d'abord d'utiliser tous les moyens légaux qui sont à notre disposition et on monte en pression, puissance, on va dire, en fonction de ce qui nous oppose. En tout cas, la Convention européenne des droits de l'homme, qui a une réelle portée juridique, autorise les autorités publiques à faire usage d'armes létales en cas d'insurrection. Oui. Alors là, la difficulté... Insurrection violente.
La difficulté est quand même compliquée parce que il est vrai que si vous avez des émeutes où les choses partent en pugilat, je prends des émeutes de banlieue où il n'y a pas du tout de volonté politique derrière, mais des magasins qui sont attaqués, des gens qui sont attaqués. Je veux dire, personne ne reprochera à des policiers d'avoir fait usage de leurs armes pour arrêter tout ça. Et donc je pense que c'était plus la logique, on va dire, du texte européen. Parce que paradoxalement, l'Union européenne est obligée de reconnaître les constitutions des États membres qui elles-mêmes reconnaissent le droit de résistance. Donc de façon très indirecte et par défaut, l'Union européenne est obligée de reconnaître le droit de résistance. Maintenant, il est vrai que les politiciens ne se sont pas foulés. Le moment où finalement ils auraient pu consacrer le droit de résistance, c'était lorsqu'ils avaient rédigé la charte de l'ONU. Et il y avait René Cassin, qui est le seul prix Nobel de la paix français que nous avons eu, qui était un juriste qui a beaucoup accompagné de Gaulle lors de la guerre, qui avait rédigé un avant-projet de loi sur le droit de résistance qui devait servir justement les textes fondamentaux de l'ONU, qui n'a pas été retenu. Et on ne s'en étonne pas, les dirigeants politiques n'ont pas vraiment envie qu'on consacre ce droit, mais n'empêche que c'était là où il y avait quelque chose à faire. Donc, ni l'Union européenne, pas plus que l'ONU, et puis c'est pas aujourd'hui les politiciens français qui reviendront sur la question. Et en tout cas, vous le dites, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 parle de ce droit droit de résistance, mais qui n'a pas de portée juridique. On comprend pourquoi. Et en tout cas, vous présentez, Sylvain Baron, comme un activiste pacifiste. Donc on va faire une pause et on verra dans une seconde partie tous les moyens que notre invité nous propose d'enclencher. On continue notre entretien avec notre invité Sylvain Baron. On s'en souvient, Sylvain Baron, le régime macronien a réprimé le mouvement des Gilets jaunes dans une violence certaine, mains arrachées, des yeux arrachés également. Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, ancienne haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, avait exigé une enquête à l'époque. Qu'en est-il aujourd'hui de cette enquête ? Je crois qu'on n'en a plus du tout entendu parler depuis. Il me semble que Michelle Bachelet avait au contraire été vilipendée par toute la Macronie, évidemment, parce que ça ne les intéressait pas que soudain la France soit pointée du doigt sur ses propres exactions vis-à-vis de son propre peuple. N'empêche que c'était tout à fait sincère. Il y avait eu beaucoup de démarches d'ailleurs de la part des Gilets jaunes vers l'ONU pour essayer d'alerter, de dire que ce qui se passait en France n'était pas bon. Et non, on se prétend aujourd'hui toujours comme le temple de la démocratie, alors qu'on a bien prouvé que voilà, dès que les gueux se révoltent, hein, c'est comme ça qu'ils nous regardent, les sans-dents, les gens qui ne sont rien. J'ai passé toutes leurs petites phrases pour nous qualifier. Mais dès qu'on se révolte, il faut nous réprimer de toutes les façons. On peut, pour les formes, faire des pseudo-cahiers de doléances, mais qui seront tout de suite jetés quelque part au fond des archives et on n'en reparlera plus. Donc oui, c'est juste une illustration que M. Macron a une façon de considérer les choses qui est très loin de celle d'un démocrate. Ça n'en est pas un. D'ailleurs, son mandat est usurpé. Depuis ces violences contre les Gilets jaunes et les confinements, on constate une forme d'apathie dans la société française, alors que la situation ne cesse de s'aggraver avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a provoqué une inflation dont on voit qu'elle ne s'arrêtera pas de sitôt. Qu'est-ce qui pourrait faire admettre aux Français aujourd'hui, selon vous, la nécessité de stopper la situation dans laquelle on nous plonge? Alors quand le mouvement des Gilets jaunes a débuté, je vivais dans les campagnes, donc en province, et le mouvement a été clairement un mouvement issu du milieu rural. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ce qui a été le premier effet déclencheur, c'était la montée des prix des carburants. Or, dans les campagnes, on est totalement dépendant des véhicules. On n'a pas de transport en commun comme dans les grandes métropoles. C'est pas aussi simple que ça. Donc, tout coûte beaucoup plus cher. Et dans les campagnes, on est beaucoup plus spontané aussi. On n'a pas forcément besoin d'une grande éducation politique pour réagir. Donc, il est fort probable qu'avec la montée du prix de l'énergie, l'inflation des prix de façon générale, c'est ce qu'on appelle la révolte des frigos, ça repartira. Le
problème de révolte des frigos, c'est qu'elle n'est pas assez politique, elle n'est pas assez cadrée, elle n'est pas orientée, elle n'est pas managée, et elle finit toujours par faire chou blanc. Donc c'est le premier problème. Il y a ensuite les gens qui ont une éducation politique et qui sont partout en France. Les Gilets jaunes ont fait grossir nos rangs, de la même façon que les soignants qui ont été suspendus, et puis d'autres encore plus avant, plus après. Il y a beaucoup de gens qui se battent. J'en fais partie, je connais tous ces réseaux militants. Leur problème à eux, c'est plutôt de réussir à travailler en synergie et d'être un petit peu moins dans les querelles de personnes, parce que malheureusement, c'est comme dans toutes les communautés, que peu importe de quoi on parle, les gens ont tendance à se chicaner pour rien et ne pas savoir, surtout quand on fait du bénévolat. C'est notre grosse difficulté. Vous allez dans une entreprise, même un collègue que vous n'appréciez pas, vous allez être courtois, vous allez être civilisé, vous savez qu'il a une fonction, que vous avez une fonction et que vous êtes interdépendant. Donc vous avez un rapport qui est, un peu mieux géré. Quand vous êtes avec des bénévoles qui sont totalement en roue libre, qui font ce qu'ils veulent et qu'il n'y a pas de structure qui permet de les unifier, c'est très très difficile de les amener sur un même chemin. Et surtout, c'est ce que je regrette le plus, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, c'était de leur faire comprendre qu'il y a un cheminement tactique et stratégique à avoir. Si on fait une révolution, c'est qu'on veut renverser l'establishment politique de son pays. C'est ça une révolution, c'est pas autre chose. C'est pas on va réclamer à l'establishment politique de notre pays d'être un peu plus sympa, de faire des mesures un peu plus sociales, mais on dit non, en fait, nos problèmes, c'est à cause de vous, on vous éjecte, on va vous renverser. Et à partir de là, on pourra régler nos problèmes. Et pour ça, il y a quand même toute une démarche intellectuelle et militante particulière à mener. Et ça, malheureusement, je le perçois quand même dans beaucoup de mes camarades, dans les discussions que je peux avoir avec eux, cette réflexion intellectuelle, pratique, stratégique, tactique, je sais pas, militaire quasiment, n'existe pas. Et c'est toute la difficulté, parce que si on l'avait un petit peu en commun, si on comprenait mieux les institutions, leurs points névralgiques, là où on peut avoir un effet, nous irions beaucoup plus vite. Alors par exemple, moi je continue, je le défends dans mon livre, mais on le fait depuis des années, nous manifestons devant les médias tous les mois. Et en fait, si on était des milliers tous les mois, voire tous les jours devant les médias, on se doute bien que leur propagande comme leur censure ne pourrait plus se faire. Ça serait impossible, tout simplement parce que nous aurions des journalistes apeurés qui, lorsqu'ils verraient, ils vont boire leur café, fumer leurs cigarettes en bas de leurs locaux, comme n'importe quel salarié, voient des milliers de perdus qui leur sont plutôt hostiles, qui leur disent maintenant on en a gros, très clairement. Bon, ces gens-là vont se sentir très mal à l'aise à l'idée de continuer ce qu'ils font. Ils vont préférer trouver les solutions pour décanter, pour faire en sorte que les gens s'en aillent. Mais Sylvain Baron, on va vous dire, mais attendez la prochaine élection présidentielle et puis organisez-vous en parti et puis renversez la table par votre parti. Si le jeu n'était pas faussé, honnêtement, je connais aucun activiste autour de moi, y compris pour ma propre part, qui trouve que ce soit agréable de se mobiliser dans des manifs, de dépenser de l'argent, du temps, de l'énergie, de la sueur. Personne n'aime faire ça. Le problème, c'est que le jeu est faussé. Si nous avions des institutions qui étaient réellement démocratiques, c'est-à-dire l'élection en soi, pourquoi pas ? C'est pas un mauvais. En quoi l'élection est-elle faussée alors ? Elle est faussée dès lors que nous avons des médias qui ne font pas le boulot d'assurer la diversité des opinions. Parce qu'en fait, pour pouvoir voter en conscience, comme on nous dit, encore faut-il connaître les alternatives. Or, je ne vois pas quels sont les opposants à la Macronie qui sont actuellement promus par les médias, finalement veulent rester dans l'Union européenne, sont plutôt gentillets ils n'ont pas de réelle radicalité. Les questions de souveraineté ou les questions de liberté fondamentale qui ont été attaquées à travers tout le cirque du Covid, ils n'étaient pas vraiment en train de faire quelque chose. Par contre, des vrais opposants qui disent faut sortir de l'UE, faut sortir de l'OTAN, faut établir une démocratie en France, il faut renationaliser un certain nombre d'entreprises, il faut écouter le peuple. Ces gens-là, en fait, s'ils n'avaient pas TV Liberté et d'autres médias alternatifs, ils n'existeraient pas. Or, le quotidien des Français, c'est pas d'être sur les médias alternatifs. Les gens politisés comme moi les connaissent, ces médias alternatifs. Mais quand j'ai parlé à mes propres collègues de travail du fait que j'ai été invité à TV Liberté pour défendre mon bouquin, j'aurais cité le nom de votre média. Ils ne le connaissaient pas. Bon, maintenant, ils vont le connaître puisqu'ils veulent le voir. Merci. C'est une façon de... Mais le problème est là. C'est-à-dire que la masse générale des Français, en fait, a une sous-éducation politique, ne connaît pas les médias alternatifs pour faire connaissance avec ses intellectuels et ne dépendent que des médias mainstream, entre guillemets.
Et comme ces médias-là, y compris publics, ce qu'on paye avec nos impôts, ne jouent pas le jeu de la diversité des opinions, de la diversité des messagers politiques, eh bien en fait, ce sont des élections totalement usurpées. Et puis il y a tout un nombre également, Sylvain Baron, de fractures idéologiques qui divisent le pays. On voit que l'opposition n'est pas du tout unie. Il y a la NUPES d'un côté, il y a le RN de l'autre. Donc en fait, comment amener ces Français qui sont dans une forme de souffrance à s'unir et à apprendre à résister? Alors les Français en eux-mêmes, pour la masse du peuple, je pense qu'il n'y a pas trop de difficulté à les unifier parce que moi je l'ai vu à travers des Gilets jaunes, pour le coup il y avait de tout, vraiment de tout. Et les fractures c'est dans les partis, c'est les élus. Mais le problème c'est que les partis c'est comme les religions, ce sont des sectes. Faut être clair, les comportements que l'on va retrouver au sein de ces structures-là sont réellement des phénomènes sectaires avec des gens qui disent « moi j'ai mon Jésus-Christ, il s'appelle Mélenchon ou Marine Le Pen ou Asselineau » ce que vous voulez. J'ai ma petite Bible, c'est le programme de mon parti, et si tu n'es pas dans mon parti, c'était forcément un méchant. Bon, c'est ridicule face à des intérêts nationaux qui nous concernent tous, face à un frigo que tout le monde doit remplir, et face en plus à des gens qui eux-mêmes n'auront aucune chance d'accéder à un quelconque mandat. Ils soutiennent un parti sans se dire que de toute façon, c'est pas eux qui en profiteront d'une façon ou d'une autre. Donc ces gens ont des comportements qui sont sectaires. Je ne mise pas du tout sur les partis politiques ni les partisans parce qu'ils ne sont pas capables de travailler ensemble, ils ne sont même pas capables de s'engueuler. Je veux dire, si moi à la rigueur je voyais des gens d'extrême gauche s'engueuler avec des gens d'extrême droite, je me dirais tout va bien. Finalement, on est encore dans un dialogue, dans un échange et avec la possibilité de trouver finalement des points communs, des points de convergence. Mais non, ces gens-là en fait ne veulent pas discuter. Et alors, si le parti n'est pas la solution, quelle serait la solution? C'est une association apolitique? Je pense déjà que la solution, c'est qu'il faut que les Français se révoltent concrètement, pour commencer. Et ensuite, comme il y a quand même besoin à un moment de... Même si on parvenait à renverser par le fait Emmanuel Macron et toute sa clique, il faut une continuité. Il ne faut pas laisser ça à l'oligarchie, qui se dirait il y a du vide, il n'y a personne qui va dedans, donc on reprend. Il faut donc avoir des messagers politiques, il faut avoir une représentation politique. Moi, ce que je défends dans mon bouquin et même de façon plus générale, c'est le principe de désignation populaire. On pourrait l'appeler plébiscite. C'est une façon de dire nous avons des gens que nous apprécions parmi nos intellectuels, des gens qui ne revendiquent absolument pas le pouvoir. Je pourrais vous citer Étienne Chouard, je cite dans mon livre Jacques Sapir, je cite bien d'autres personnalités, mais... Voilà, oui, vous parlez d'une désignation populaire comme mode d'investiture des membres d'un gouvernement de l'ombre, d'un shadow cabinet, comme on peut en voir un en Angleterre, avec une sorte de cabinet de l'ombre prêt à accéder aux affaires. Donc en fait, il faudrait déjà commencer par former un gouvernement de l'ombre. Comment est-ce qu'on y arriverait à cela? Alors en fait, tout l'enjeu, c'est que les gens qui ont déjà une éducation politique, puisqu'on ne va pas demander aux Français moyens qui ne connaissent pas toute l'intelligentsia française, il faut commencer d'abord par ceux qui la connaissent, doivent au moins, comment dire, moi je parle d'un site internet, il y a déjà quelque chose qui est en construction mais que nous allons améliorer. Dire voilà, je vous présente tel intellectuel que j'aime bien, vous ne le connaissez pas, allez le découvrir, et il a fait une conférence sur YouTube, allez voir. Bon. Il y a la phase déjà de découverte, de nous-mêmes nous renseigner sur notre intelligentsia. La deuxième qui est de dire, bon, cette personne n'a rien demandé, mais moi je vote pour elle sur ce site internet parce que je le veux à tel ministère. C'est même pas par rapport à un chef d'État, c'est dire d'abord dans quel ministère cette personne est adaptée. Et ensuite, vous rêvez d'un Jacques Sapir à la tête de Bercy, par exemple. Par exemple. Parce Jacques Sapir qui, rappelons-le, vient de la LFI et qui, aujourd'hui, est compris et aimé par tout un tas de personnes proches du Rassemblement national ou de partis souverainistes. C'est ça. En fait, je le cite comme très bon exemple parce que c'est un vrai intellectuel, pour le coup, un vrai économiste, quelqu'un de compétent, mais surtout, c'est quelqu'un qui n'insulte ni à gauche ni à droite. De fait, les gens qui soient de gauche ou de droite et qui l'écoutent disent qu'il dit c'est intelligent, on ne se fait jamais insulter par cette personne, il est sympa, voilà.
Ils ne demandent pas le pouvoir, donc tout le monde l'écoute avec attention. Donc dans ces cas-là, quand on sait que des gens qui à la base sont censés se chamailler en permanence arrivent à se mettre d'accord sur certaines personnalités, c'est peut-être ces personnalités dont on a besoin pour reprendre la main. Alors vous êtes allé un petit peu loin dans le processus parce qu'il y a des solutions que vous proposez. En tout cas, il y a ce que vous appelez la provocation d'un bank run, d'une panique bancaire. Vous envisagez le cas où les Français pourraient retirer leur argent, en tout cas un maximum d'argent en cash de leur compte en banque, mais cela déboucherait sur déjà une faillite bancaire et puis sur une hyperinflation. Est-ce que vous pensez que les Français y seraient prêts à ce sacrifice ? Hyperinflation, je ne sais pas, parce que ça dépend aussi du contrôle que ferait le gouvernement. Je veux dire, face à un tel cas, je ne parle pas de nos traites, parce qu'on est habitué à ce qu'ils fassent l'inverse de ce qu'il faut. Mais en supposant qu'on ait quelques hauts fonctionnaires qui se disent on va peut-être arrêter les dégâts, il n'y a pas de nécessité forcément qu'on parte en hyperinflation, parce qu'on peut quand même reprendre le contrôle des mouvements de capitaux, d'une part, pour enrayer la fuite. L'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne nous le permet. De la même façon qu'on est capable de faire des cours forcés, de la même façon qu'on est capable de nationaliser des banques et puis de mettre des mesures protectrices. Alors les nationalisations de banques, ça veut dire que les avoirs des déposants seraient en sécurité, seraient garantis, tandis que les spéculateurs, eux, seraient de leur côté ruinés. C'est possible, on n'est pas obligé de ruiner tout le monde d'un premier coup. Enfin, à mon sens, une vraie politique coordonnée, on n'aura pas le choix que d'y faire de toute façon. Le jour où, de façon générale, notre mouvement reprendra la main, il y aura une question d'ingénierie financière, parce que notre dette est odieuse, comme c'est un terme d'ailleurs de droit international, je crois, pour qualifier des emprunts qui n'ont pas de légitimité. On ne pourra pas l'assumer, et puis surtout, il y a un moment, il va falloir qu'on fasse des choix. Est-ce que c'est nos intérêts qu'il va falloir financer, ou est-ce que ce sont des financiers, des spéculateurs ? Il y a moyen soit de convertir de la dette en autre chose et dire sur d'autres échéances, avec d'autres taux, on vous rembourse quand même, histoire de liquider sans faire mal, ou de dire il y a une partie du capital qu'on ne remboursera pas. Mais c'est pas forcément, il n'y a pas forcément nécessité de faire des choses qui sont spectaculaires et puis dangereuses. On peut faire des choses beaucoup plus techniques, entre guillemets, qui nous permettent de garder un véritable contrôle sur la monnaie. Mais il faut déjà vouloir le contrôle sur la monnaie. Des choses spectaculaires, vous en conseillez, vous en abordez quand même, à savoir assiéger les centres de pouvoir. On en avait déjà parlé ici avec Marc-Gabriel Draghi, qui, lui, rêverait d'un encerclement de la BCE à Francfort. Alors ce serait quoi les autres lieux de pouvoir ? On avait vu aussi pendant la manifestation contre la réforme des retraites, des syndicalistes investir le centre de BlackRock à Paris. Alors BlackRock ne gouverne pas, donc c'est très symbolique, ça fait toujours une belle opération. Mais quand on parle de siège, déjà, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans la manif une journée et puis on s'en va et puis on y reviendra. Voilà. Un siège, c'est vraiment assiégé jour et nuit, on est là. Donc maintenant, s'il y a des institutions qui sont sensibles, ce sont celles qui ont réellement qui sont décisionnaires politiquement. Soit ce sont les médias qui sont décisionnaires sur la visibilité qui est accordée à des personnes ou non, des messages politiques ou non. Si par exemple on veut entendre enfin parler de souveraineté, de démocratie, de choses comme ça, il est évident qu'il va bien falloir reprendre le contrôle de nos médias publics. Et ça, non pas par de la violence ou envahir les locaux d'un coup, mais simplement parce qu'on est tellement nombreux devant leurs locaux et tous les jours, que je ne vois pas comment psychologiquement des gens qui sont en plus très veulent, très germano-pratins, puissent soutenir cette charge émotionnelle. Ils auront besoin de s'en libérer, de se dire les gens évacuent parce qu'on a réussi à s'accorder avec eux. Il y a donc les médias, qui est le premier pilier, les médias mainstream, et d'ailleurs les militaires, c'est ce qu'ils font. Quand ils font un putsch dans un pays, ils commencent d'abord par prendre le contrôle des médias, c'est logique, c'est cohérent. Et le deuxième pilier, c'est tout simplement le Parlement, parce qu'en général, on proclame sa légitimité politique lors d'une insurrection quand on a pris le contrôle du Parlement en faisant les grands discours, en disant, vous voyez, ils étaient méchants, nous on est gentils, on arrive, on est sauveurs. C'est ce qui s'est passé en 1789. Exactement, mais même bien après, dans d'autres pays. Sur les médias, je vais quand même y rester un petit peu, parce que pour moi, c'est aujourd'hui, dans notre temps contemporain, vraiment l'institution centrale. Je voudrais juste donner un petit exemple relativement contemporain.
En 1989, lorsque Ceausescu a été renversé, les révolutionnaires n'ont pas été devant BlackRock ou une banque ou une place publique inutile. Ils ont envahi immédiatement la télévision publique nationale parce qu'il fallait faire le réquisitoire de Ceausescu pour dire c'est un affreux, il faut absolument l'évincer, et en même temps proposer l'alternative, dire voilà, nous avons des gens à proposer, nous sommes prêts. Donc c'est là où on doit exister d'abord en premier. Et alors, le soutien des armées est essentiel. Et là, vous dites, il faut aller à la rencontre des militaires et même, alors là, vous allez loin, les assiéger symboliquement. Alors, vous voyez des Français assiéger des bases militaires françaises. Oui, nous on l'a fait à plusieurs reprises avec des camarades. Pour mon propre exemple, mais je sais que c'est pas le seul dont je pourrais parler, d'autres l'ont fait. On a été à la base de Neuvy-Payou dans l'Indre. Il y a eu d'ailleurs une petite campagne médiatique de celle-là, où on a chanté la Marseillaise, on a remis une lettre au chef de corps symboliquement pour lui expliquer que ça allait pas, qu'on avait besoin quelque part que l'armée soutienne le peuple. Ça, c'est assez politique, assez symbolique. Mais c'est une façon de faire voir aux militaires que le peuple se sent toujours lié à eux. D'ailleurs, les enquêtes du Cevipof témoignent que tout ce qui est corps régalien sont des institutions. Les Français y sont attachés. Voilà, tout à fait. Beaucoup plus que les partis politiques, les syndicats ou les journalistes. Donc on voit qu'il y a vraiment de... Oui, c'est vraiment des gens du peuple. Voilà. Et puis de façon plus concrète, en fait, il n'y a pas une seule révolution, on va dire, sur les 2 derniers siècles qu'on ait pu examiner, où il n'y a pas eu une participation soit passive, soit proactive des armées, parce qu'en fait, c'est elles qui reconnaissent l'autorité politique de quelqu'un. Il y a un moment, si je prends la révolution tunisienne, qui est un cas d'école assez intéressant, c'est un pays qui nous ressemble institutionnellement, moderne, c'était à l'époque où Internet existait déjà, bon, quelque chose qui est très similaire à la France, avec une population éduquée. Ben Ali est contesté. Tant que pendant un certain temps ça monte en pression, à un moment les militaires, dans une armée de conscription aussi, ça a beaucoup aidé, disent bon, pour rétablir l'ordre, parce que c'est souvent un petit peu le point de vue des militaires, c'est surtout que peu importe si le régime politique est bien ou pas bien, au moins qu'il y ait l'ordre, que les choses se passent bien. C'est le désordre. Les militaires veulent rétablir l'ordre. Alors si on leur dit, écoutez, c'est très simple, vous mettez dans un avion Ben Ali, vous l'envoyez quelque part, mais on ne veut plus le voir, et nous, on arrête de sortir dans les rues, les militaires ne sont pas bêtes. Ils vont dire, écoutez, vous n'avez aucune légitimité, vous n'avez plus d'autorité dans ce pays, prenez un avion, on vous assure votre sécurité, et puis nous, on va voir ce que dit la Constitution pour reprendre la main. Et d'ailleurs, notre Constitution nous permet de reprendre la main si on voulait évincer Emmanuel Macron. Certains observateurs, en tout cas, constatent qu'à l'époque de l'Euromaïdan en Ukraine, on parle souvent de coup d'État contre les autorités politiques en place à l'époque. On a vu des investisseurs, en tout cas l'État américain, investir massivement dans le soutien à cet Euromaïdan. Donc, outre le fait que les Français puissent être volontaires pour faire changer les choses, il faut quand même de l'argent. Oui. Alors malheureusement, on n'a pas de George Soros pour nous aider. On n'a pas un George Soros patriote. Non, mais par contre, je pense qu'on a quand même des généreux donateurs qui existent en France et qui ont une véritable réflexion patriotique, qui sont attachés à la France. Malheureusement, je pense que souvent, alors je vais pas faire des jugements sur là où il faut placer son argent quand on en a un peu. De toute façon, quand on donne à un média alternatif, à une cause quelconque, c'est toujours utile. Mais après, si on veut vraiment faire quelque chose qui ait de l'effet, il faut considérer que ceux qui sont en face, comme les George Soros, les États-Unis, lorsqu'ils ont leur pion à financer, à aider, eux savent où mettre les moyens, savent qui cibler et savent quels sont les acteurs qui auront de l'effet. Les médias alternatifs n'ont qu'un effet très limité parce que souvent, beaucoup de gens pensent qu'ils vont permettre, par capillarité, de faire en sorte que des considérations politiques imprègnent la population générale, mais c'est trop long. C'est beaucoup trop long. La majorité des consommateurs de contenus alternatifs sont déjà des gens politisés et qui connaissaient ces médias-là. Donc nous, on a besoin d'exister plus vite. C'est pour ça que je parle de la prise de contrôle des médias mainstream. Mais on a besoin aussi de généreux donateurs qui croient en ce qu'on fait, qui nous aident. Alors, en cas, si une phase de transition arrivait, vous prévoyez, et c'est logique, une gigantesque fuite des capitaux. Et là, je vous demanderai de répondre assez rapidement, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien. Vous dites qu'il faudrait reprendre le contrôle de la Banque de France pour empêcher cette fuite des capitaux gigantesque.
Pour moi, c'est plutôt dans l'après, quand on a vraiment le contrôle politique, où oui, il faut renationaliser la Banque de France intégralement, sortir de la BCE. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, où on a tout un tas de mesures qui nous permettraient de contrôler tout ça, d'éviter qu'il y ait une fuite des capitaux, c'est pas compliqué. Parler d'une vacance bancaire d'une semaine. C'est ça, le temps de restaurer le franc, de remettre les choses en ordre. Mais c'est pas vraiment un problème que je crains. Pour moi, le bank run est, pardonnez-moi, juste un moyen de lutte qui n'a de valeur que si on est vraiment très nombreux à l'effectuer, parce que si on n'est que quelques militants politiques, évidemment, c'est sans effet. Mais c'est pas du tout un programme politique avec une logique derrière de reprise de contrôle des mouvements de capitaux. Vous évoquez aussi, alors ça c'est après, une épuration avec la constitution de tribunaux populaires, parce que qu'est-ce qu'on ferait de tous les dirigeants qui auraient été mis à la porte ? En fait, on a deux façons de voir les choses. On a d'abord la justice régulière qui, un jour ou l'autre, devra condamner les traîtres qui sont actuellement au pouvoir, les corrompus. Tous ces gens-là devront passer sous les fourches codines de la justice régulière. Pour que ça arrive, encore faut-il que nous soyons en capacité d'influencer la justice régulière à faire son travail, puisqu'elle ne peut pas s'autosaisir, elle est plutôt... sous l'autorité du pouvoir. C'est ça, pas non plus très proactive, enfin voilà, et puis c'est long, le temps judiciaire reste long. Donc oui, on a besoin d'être au pouvoir pour pouvoir mettre en marche la machine judiciaire réelle. On pourrait penser d'ailleurs à l'affaire Fillon. Monsieur se présente aux élections. Il était gênant parce que lui était réellement dangereux pour les macronistes. Donc on a tout fait pour le dézinguer sur le plan judiciaire. Donc on peut. Mais avant ça, comme la justice ne fait pas son travail et que nous, on a besoin de désacraliser la légitimité d'Emmanuel Macron en l'occurrence, mais n'importe quel chef d'État qui nous trahit, c'est de faire son procès public dans les formes comme on aurait dans un vrai tribunal. Mais simplement, on le fait publiquement sous la forme d'une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, j'appelle à ce que des avocats, des anciens magistrats, peu importe, puissent venir nous aider à monter ces pièces de théâtre. On voudrait faire l'affaire Alstom, notamment, la décrire, l'expliquer aux Français, faire un peu de pédagogie, et en même temps laisser les spectateurs de cette pièce de théâtre, de ce procès, voilà, ils sont jurés. Et devant des caméras de télévision, un juré populaire qui dit oui, nous considérons que M. Macron est coupable de crimes de haute trahison tel qu'on nous l'a expliqué, il a eu une défense honnête, il a eu des réquisitions contre lui, eh bien ça fait mal. En termes de légitimité, c'est très puissant ce genre d'attaque. Donc les tribunaux populaires, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'avant, qui n'a pas d'effet contraignant, puisqu'évidemment ça reste du théâtre, mais qui ait une capacité à la fois de faire de la pédagogie sur le droit, les affaires en cours, et en même temps attaquer la crédibilité de nos dirigeants. Vous êtes évidemment favorable à une sortie de la France de l'Union européenne, également de l'OTAN, et vous êtes pour un rapprochement avec la Russie et la Chine, donc nous éloigner des États-Unis. Mais est-ce que vous n'auriez pas peur que la Russie et la Chine deviennent les nouveaux États-Unis, à avoir tendance à vouloir nous dominer ? Moi, j'aurais peur pour les États-Unis, la Russie et la Chine que la France redevienne la puissance majeure de ce monde. Blague à part, ce que je veux dire, c'est que pour nous, la géographie commande. Je considère qu'en géopolitique, il faut regarder l'histoire et la géographie. L'Allemagne et l'Angleterre ont été de tout temps des adversaires, voire des ennemis mortels pour la France, en particulier l'Allemagne, et les États-Unis le deviennent, on le voit. Ça fait 50 ans qu'ils sont en train de nous attaquer économiquement, qui nous tordent le bras et qui influent pour, quelque part, ruiner notre existence. À partir de là, moi je vois que la Russie dans l'histoire, ça a été plutôt une alliance de revers contre l'Allemagne. Donc d'un côté la Russie, de l'autre la France contre l'Allemagne. C'est quand même du point de vue militaire, c'est quand même très favorable. Si on veut assagir l'Allemagne pour des siècles à venir et se dire on n'aura plus de guerre avec elle, c'est pas parce qu'on a l'arme nucléaire ou on a plus de joujoux militaires. C'est simplement parce qu'on a deux armées, chacune d'un côté de la frontière d'un pays qui nous embête, et puis bon, ça s'agit. De la même façon qu'on a besoin d'une alliance de revers contre les États-Unis. Ce qui ne signifie pas pour autant que la France ne doit pas avoir une politique qui soit elle-même indépendante. Par rapport au conflit ukrainien, par exemple. J'ai écrit le seul accord de cessez-le-feu en 16 points français qui existe, un accord de cessez-le-feu français, je l'ai écrit. J'ai pas vu des diplomates français le faire, j'ai pas vu des gens politisés en France le faire, j'en ai écrit un. Et dans ce cas-là, même si moi-même je peux revendiquer une certaine affinité pour la Russie, que je connais bien le contexte de ce conflit,
Néanmoins, en tant que Français, on est obligé de rappeler à la Russie qu'elle a aussi fait sa part d'erreur. Donc on peut être tout à fait indépendant et avoir des discussions franches avec ses amis. D'ailleurs, les vrais amis se disent les choses franchement. Je rappelle, Sylvain Baron, c'est la fin de cet entretien, que vous êtes un militant pacifiste. On peut retrouver toutes vos idées dans cet ouvrage. Révolte, point d'exclamation, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France, à retrouver sur le site de TV Liberté. Merci à vous. Si vous m'autorisez un dernier appel, qui n'est pas pour moi, mais qui me paraît très important de soulever. Le 28 novembre prochain, à Épinal, à partir de 8h30, il va y avoir un procès sur des décrochages de drapeaux européens. Ce procès est très important et nous appelons à ce que des gens viennent non seulement soutenir financièrement pour les frais d'avocat, mais aussi se mobiliser. Parce qu'il y a une QPC qui va être lancée, une question prioritaire de constitutionnalité, sur la légalité du drapeau européen sur le territoire français. C'est très important comme combat, c'est pas que symbolique, c'est très politique. Et j'invite tous vos téléspectateurs à venir nous aider et puis à venir chercher des informations supplémentaires à ce sujet. Merci Sylvain Baron, le message est passé. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, je vous le répète, à nous laisser un pouce en l'air et à nous écrire un maximum de commentaires et à partager cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.